Sonatel s'engage pour une société meilleure dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise et vous offre l'émission Histoire d'école. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Histoire d'école. Histoire d'école, vacances oblige à quitter les établissements scolaires où nous avions l'habitude d'enregistrer nos émissions. Et aujourd'hui, nous sommes dans le studio de Souska Production. Souska Production, je vous le disais, c'est la structure audiovisuelle qui nous accompagne, de production audiovisuelle qui nous accompagne. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est technique pour Histoire d'école, les films, les émissions que vous suivez à la télévision. C'est grâce à Souska Production. Aujourd'hui, nous n'avons pas un public d'élèves comme habituellement, mais nous avons un seul invité. Vous l'aviez réclamé, vous vouliez qu'il sorte de l'ombre, vous vouliez le connaître, mettre un visage sur son nom, et aujourd'hui nous l'avons obligé à sortir de l'ombre. Il s'agit de M. Amadou Diagansar, le réalisateur, le concepteur et l'initiateur de tout ce qui est histoire d'école. Amadou Diagansar, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous n'aimez pas tellement vous mettre en face de la caméra, vous préférez être derrière la caméra à organiser, à mettre en œuvre toute cette machine. Mais aujourd'hui, nous vous avons demandé et vous avez accepté. Nous vous avons demandé donc de venir en face du public pour lui expliquer Histoire d'école. Et la première question que je vais vous poser, c'est celle qu'on me pose souvent. Comment est née Histoire d'école? Bonjour, M. Dramé. D'abord, je dois dire que c'est vrai que je vous sens mieux derrière les caméras. Donc, mais Histoire d'école, c'est à l'origine un projet pédagogique. Tout est parti d'un mémoire que j'ai fait à l'école normale sous la direction du professeur Abdoulaye Chimère Ndiaye. Et avec surtout l'aide et les conseils de Mme André-Marie Diagne, qui est ma marraine à l'école normale, ma tutrice à l'école normale, et aussi avec vos conseils. Donc vous m'avez tous encadré dans ce projet et c'est pour ça que j'ai voulu continuer. J'ai voulu continuer à mettre en œuvre tout cela et pour le bien de l'école sénégalaise. Et ce qui est étonnant, c'est que des mémoires, des recherches, comme on dit, les chercheurs on en trouve, mais des gens qui trouvent on en cherche. Et on a vu des mémoires, des thèses qui dorment dans les tiroirs et bizarrement, en lettres en tout cas, c'est l'une des rares recherches qu'on a vues qui ont abouti à quelque chose de concret. Et qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce palier-là, faire de l'image un outil didactique? Bon, je dois dire que moi je suis un enseignant. Je suis un enseignant par vocation. Et je me sens bien quand je participe à l'évolution de l'enseignement. Et c'est pour ça que je me lance à chaque fois dans tous les projets qui peuvent faire évoluer ce que nous faisons. Mais il y a aussi une question qu'on me pose souvent. Vous savez, la plupart des émissions que nous voyons, on se contente simplement d'aller dans des établissements, d'interroger 2 ou 3 personnes et de créer un débat à partir de là. Mais vous avez choisi un autre chemin. Vous avez choisi de la fiction comme étant la trame qui va alimenter les débats d'histoire d'école. Et pourquoi ne pas avoir choisi les documentaires, ne pas avoir choisi le petit reportage et avoir choisi ces choses qui n'est pas du tout aisé? En fait, si j'avais fait cela, j'aurais fait du journalisme. Et je ne suis pas journaliste. Donc vous non plus, vous ne l'êtes pas. Et on est tous des enseignants. Et nous n'avons pas le droit de faire le travail des journalistes qui sont formés pour ça. Il faut qu'on mette à chaque fois le caractère pédagogique en avant. Il faut que ça puisse répondre aux exigences scolaires, aux exigences des programmes et aux exigences du système éducatif en quelque sorte. C'est pour ça que nous avons opté pour la fiction.
Et vous ne vous arrêtez pas seulement au cinéma, je crois que vous faites également des romans photos et tout ça, c'est dans Histoire d'école. D'ailleurs, le projet a démarré par un roman photo. Donc nous avons commencé par les romans photos et par la suite, donc, nous avons commencé à réaliser les films et à faire les projections qui ont donné donc, Histoire d'école. Mais justement, la question que moi je me pose, c'est comment vous faites parce que une production télévisuelle, c'est un budget, c'est un gros budget. C'est pas donné à tout le monde de faire une production audiovisuelle. Donc, parce qu'il faut des caméras de dernière génération pour faire une production de qualité, il faut des personnes pour faire. Et il y a donc toute une machine qu'il faut mettre en branle. Mais comment vous parvenez à vous en sortir avec tout ce que cela demande comme moyens techniques, moyens financiers, mais également l'imagination? Parce que vous faites des films, donc de petits téléfilms, mais il faut de l'imagination pour pouvoir faire tout cela. Comment vous parvenez à allier tous ces éléments-là et à créer? Parce que le spectateur, ce qu'il voit, c'est le produit fini. Mais il est loin de s'imaginer toute la masse, tout le volume de travail qu'il a fallu faire pour qu'il ait ça au finish. Bon, ça c'est un produit de plusieurs nuits blanches. Donc vous l'avez dit, c'est pas facile. Mais je dois dire aussi que c'est grâce surtout aux gens avec lesquels je travaille, donc qui vraiment sont des gens qui sont aussi animés par vraiment d'abord une très bonne foi, donc ensuite par le désir donc de faire progresser donc le système éducatif, de faire progresser la jeunesse et de faire progresser également le pays tout entier. Et parmi ces gens-là, donc il y a Souska Production, donc il y a vous, donc il y a d'autres également. Je ne peux pas tous les citer, donc, mais c'est grâce à tout cela que Histoire d'école a pris forme. C'est en fait surtout donc, un conglomérat de bénévoles donc, que nous avons pu réaliser tout cela. Oui, donc, mais peut-être la question la prochaine question que je vous pose, c'est la question liée à cette saison-là. Cette saison est en train de finir et probablement vous êtes en train de préparer une nouvelle saison. Et pour cette saison-là, à quoi les téléspectateurs peuvent-ils s'attendre? Effectivement, nous sommes déjà en train de préparer la deuxième saison. Et cette fois-ci, donc au fur et à mesure que nous avançons, donc il y a l'expérience qui est en train donc de prendre forme, et en plus il y a les critiques et les suggestions donc des acteurs de la communication, donc des professionnels de la communication, et également des professionnels de l'éducation. Et nous sommes en train donc de mettre ensemble tout cela pour montrer aussi que la communication, donc le journalisme et l'enseignement, donc la frontière n'est pas très grande et il faut qu'on se mette ensemble parce qu'on a les mêmes objectifs. Ces objectifs, c'est informer. Ces objectifs, c'est instruire. Ces objectifs, c'est éduquer. Donc, il faut qu'on aille ensemble et surtout, la deuxième saison donc, nous permettra donc de mieux montrer cela. Et surtout par rapport à l'audimat dont vous parlez, il y a des gens, il y a un écho favorable, notamment des gens qui nous appellent d'Arabie Saoudite et qui nous disent que de faire passer un message selon lequel ils ont réalisé 100%. Et c'est des gens qui suivent régulièrement donc, Histoire d'école. Ils ont réalisé 100% au BFM. Ils étaient 4. Ils font le BFM. Il y a une école, l'école sénégalaise internationale de Djidda, qui envoie ses élèves chaque année ici. Et ils font 100%. Il s'agit de Khadijatou Sankharé, de Pendamar, de Seynabou Sizane Massali, de Khaira Toumaira. Donc, ils sont accompagnés par M. Mohamedou Diouf, qui est professeur de mathématiques. Cette école-là vous rend un grand hommage et vous dit merci donc, pour tout ce que vous faites. On va vous poser une question. Vous dites qu'il y a la saison qui est en train de s'annoncer. Mais cette saison-là, j'imagine qu'elle va demander également des moyens. Est-ce que vous pensez que vous aurez les moyens de continuer cette aventure-là? En tout cas, nous avons la volonté. Donc, une volonté encore plus grande que pendant la première saison. Maintenant, nous ferons les démarches nécessaires. Donc, comme pour la première saison, nous irons vers les ministères donc, qui sont en rapport avec tout ça. Le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement technique, le ministère de l'Enseignement technique et de la jeunesse. Donc il y a également le ministère de la Communication, le ministère de la Culture et même le ministère de la Santé. Donc nous irons vers tous ces ministères-là
Et nous irons également vers les organismes donc, et les associations qui s'intéressent à l'éducation. Et il y a aussi notre partenaire, donc numéro 1, la Sonatel, qui nous accompagne toujours et on espère donc que cette collaboration va continuer. Donc avec tout ça, on espère vraiment faire un meilleur produit, de meilleurs produits pendant la deuxième saison. Et sur le plan technique maintenant, vous savez, il y a des gens qui croient que l'histoire d'école est un procès fait aux enseignants. Parce que parfois on décrit des comportements aussi bien des enseignants que des élèves. Et il y en a qui croient que c'est donner la parole aux élèves pour qu'ils disent du mal des enseignants. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bon, moi je suis enseignant. Et ce que je dis d'habitude, c'est que quand on discrédite les enseignants, on discrédite l'enseignement. Donc moi je ne vais pas... On se discrédite soi-même. Hein? On se discrédite soi-même. Donc, mais toujours est-il qu'il faut améliorer à chaque fois. Et comme on dit, donc l'éducation c'est d'abord l'exemple. Donc si nous donnons l'exemple et si les parents donnent l'exemple, c'est sûr que nous aurons beaucoup plus de chances donc, de voir les élèves aller dans le sens donc, où nous les invitons. Cette émission, c'est la 5e du genre et au cours des émissions passées, nous avons eu à parler de différents thèmes. Nous allons faire un passage en revue de ces différents thèmes qui ont été abordés, juste pour vous rafraîchir la mémoire et vous faire revivre certaines séquences. Va nous dire aujourd'hui, car on a duré là-bas. Mais ça n'a valu la peine d'être. Tu sais, il m'a donné ma copie, il m'a demandé de mettre une note. J'ai mis un 17. Et à toi, je t'ai donné un 15. Mais c'est juste pour ne pas éveiller de soupçons. Et toi? Moi, je n'ai même pas pu voir les copies d'histoire. Mais Diallo m'a promis qu'on aura une très bonne note. D'ailleurs, je ne vais même pas ce temps-là. Ouais. Ah, Bahna, si on pouvait avoir ça avec le prof de maths. J'ai tout fait pour le séduire. Il est vraiment insensible. Pourtant, il devrait être accessible, lui qui est si jeune. Ah, il paraît qu'il a une copine très belle. C'est peut-être pour ça qu'il répond pas à nos provocations. Mais t'inquiète, on l'aura. En tout cas, continuons d'utiliser l'ordre. Ok? En attendant de mettre la main sur ce studio. Bien sûr que non. Et toi, tu nous as amené quelque chose? Oui, j'ai les épreuves de la pression. Combien avez-vous amené pour... Moi, je n'ai que 10 000. Et toi, Hadi? Bon, moi aussi, j'ai 10 000 francs. Et ça suffit amplement, monsieur. D'accord, mais la prochaine fois, venez avec beaucoup plus d'argent. Parce que je ne vais pas prendre des risques pour ces miettes-là. Allez, bonne chance. D'accord, monsieur. Allez. Ok, bonne journée. Allez, bonne Merci chance. beaucoup. Au revoir. Amadou, tu m'as fait appeler? Oui, ma soeur. J'ai un gros problème. Tu t'es encore battu en classe? Non. On a été envoyé. Élisez-moi. Le surveillant général nous a donné des convocations pour nos parents. Et que veux-tu que je fasse? Tu te rappelles la dame que tu avais payée pour prendre notre bulletin du premier semestre? Oui. Je voudrais que tu la fasses venir encore. Oui, elle habite à côté de l'école. Mais cette fois-ci, c'est à toi de la payer. Oh, que non. Sinon, je donne la convocation à maman et une fois à l'école, elle saura que nous avons tous les deux falsifié notre bulletin du premier semestre. Ok. C'est pas la peine de me menacer. Chacun va donner 5 000 francs. On ira la voir. Ah, là, c'est bien, là. Oh, que le temps passe vite. Amadou, j'ai vraiment peur des examens qui approchent. Moi, je ne m'en fais pas trop, car j'ai déjà ma petite idée. Et dis-moi, mon frère, quelle est cette idée? C'est très simple. On m'a parlé d'un marabout. Il parlait crier très fort. On dit même qu'il peut faire réussir à l'examen quelqu'un qui ne s'est pas présenté au centre. Ah bon? Ouais. S'il te plaît, mon frère, amène-moi là-bas, s'il te plaît. Ok. Si tu peux régler la somme qu'on pourra lui donner,
J'arrange le rendez-vous. On amènera seulement nos 2 silos. Pour ça, ne t'inquiète surtout pas. Dès que maman arrive, je lui demande l'argent. Non, je sais que je ne passerai pas. Alors je vais beaucoup manger. Comme ça, je pourrais ne pas le faire pendant le dîner. Pour montrer à maman que mon échec m'a fait très mal. Lève-toi, vas-y. Lève-toi, je trouve quelques instants. Vas-y, lève-toi. Drick, t'as pas vu, lève-toi. C'est quelle heure? C'est déjà midi. Déjà? Ouais. J'ai vraiment dormi. Ouais, tu as dormi. Alors, hier, ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool. C'était une belle petite minette. Je fais la 3e. Et moi, j'ai même pas eu le temps de la voir. Ouais. Mais n'empêche, il y aurait une prochaine fois peut-être. Alors, le 10, ça a bien passé. Ouais, c'était vraiment cool. Il a vraiment cru, quoi. Ton histoire de DG, de société et tout. Ouais, il a carrément gobé, quoi. Ouais, je te dis. C'était cool. Bah, mais la prochaine fois, il faut lui dire de venir avec ses copines. Mais t'inquiète. Comme ça, je lui le porte. Même si tu veux, je peux te brancher sur le site. Tu pourrais t'en chercher sur le net. Ah bon? Ouais, vas-y sur Facebook. Ah, c'est pas très compliqué. Ouais. Ok. Et c'est... C'est toi le fameux Aliou. Comme ça, tu passes ton temps à abuser de petites filles. Qui, moi? Enlève-moi la casquette. Non, inspecteur, elle m'a dit qu'elle a 18 ans. 18 ans. Écoute-moi encore. Même si elle avait 18 ans, tu n'as pas le droit d'abuser d'elle. Et si je vous dis que j'ai pas abusé d'elle, je vous jure, j'ai pas abusé d'elle. Ce n'est pas ce que le diagnostic a révélé. Toi, tu risques d'en avoir pour très longtemps. Regarde-moi ça. Brigadier! Brigadier! Dans le news. Allez. Je suis foutu, je suis mort. Je sais même pas ce qui m'a pris. Monique Bandiaki. Fatou Fall. Mustafa Ndiaye. Here. Okay, class. Today we are studying a new text about corruption. Sorry. Hello. Hello. Okay. This text is written by. Oh. Who is it? Oh. Hello. Hello. It's written by Shakespeare, who is an English wrote man, and who Allô? Allô? Mais qui est-ce que ça doit être? Bon, attends. Ça sonne, mais ça ne répond pas. Mais il commence à me les mettre là, hein?
de nombreux appels. Cerise sur le gâteau. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Sen, on m'a raconté votre problème. Mais je dois vous dire que je suis vraiment déçu. Comment cela a pu vous arriver, vous qui avez toujours fait preuve de sérieux et de rigueur? Oui, monsieur le directeur, je n'arrive pas à expliquer ce qui m'est arrivé. Mais vous auriez dû le remettre à l'administration, car cela relève de ses prérogatives. Mais vous savez, l'administration, parfois, gère avec légèreté certains problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, j'ai préféré les contourner pour gérer le problème seul. Comment ça, M. Sen? Vous savez, à la surveillance, chaque fois qu'on amène un élève, c'est des interventions d'urgence, c'est mon neveu, c'est ma nièce. Et vous avez vu que vous avez eu tort? Oui, effectivement, et je reconnais. Le vin est tiré, il faut le boire. Nous allons devoir donner 200 000 francs à la dame à partir de la caisse de solidarité et vous serez tenu de rembourser en 4 ou 5 mensualités. Ainsi, ça sera plus léger pour vous. Monsieur le directeur, le téléphone, certes, est sophistiqué, mais rien ne nous prouve que c'est un téléphone qui coûte 200 000 francs. En tout cas, ça sera votre parole contre la sienne, même si c'est un portable de 10 000 francs. Oui, je reconnais. Et je voudrais, en fonction de cela, de rembourser les 200 000 francs moi-même. Parce qu'il y va de ma dignité et de mon honneur également dans cet établissement. N'insistez pas, M. Sen. Laissez la solidarité agir. Ce que vous devez faire, c'est d'éviter une telle situation la prochaine fois. D'ailleurs, vous pouvez retourner en classe. Je vais recevoir la dame pour qu'on règle le problème. D'accord, monsieur le docteur, comme vous y tenez tant. Merci. C'est vrai que les problèmes ont été posés, beaucoup de problèmes qui concernent l'école et qui se déroulent dans l'enceinte de l'école. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les interventions des élèves. Quelles sont les positions que les élèves ont eues par rapport à ces différentes questions qui ont été soulevées et dans les débats que nous avons proposés. Bon, je vois qu'un professeur n'a aucun droit de donner des notes aux élèves qui ne le méritent pas. Franchement, quelle que soit la situation, je vois personnellement que les notes doivent être sous forme de mérite, mais pas comme ça. Bonsoir chers invités, bonsoir chers camarades. Avant tout, j'aimerais vous saluer de cette belle initiative et je salue votre téléfilm qui je crois a été vraiment très réussi. Bon, je dirais que la relation professeur-élève est un reflet de la société. Parce que ce qui se passe à l'école, c'est ce qui se passe dans les rues, c'est ce qui se passe à la maison, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Alors, on dit souvent que la relation professeur-élève, c'est parce que les professeurs, nous avons des professeurs jeunes qui sont mal formés. Je dirais bien que ces professeurs, un professeur qui est mal intentionné, on a beau le former, il sera toujours ce qu'il est. Alors c'est à nous les élèves de savoir ce que nous voulons et de savoir que si nous sommes venus à l'école, c'est pour cravacher. Bonjour, je m'appelle Jean, élève en classe du 3e lycée Talam Doudou. Je crois que l'essentiel a déjà été dit, je vais juste ajouter une petite remarque. Et c'est le manque de suivi des parents d'élèves. Tout à l'heure, on a vu dans le téléfilm que les élèves ont falsifié le bulletin et que le parent n'a pas vérifié. Généralement, dans les lycées, il y a des rencontres parmi les professeurs. Donc, je me dis que peut-être le parent n'est pas venu. Ou bien que les enfants l'auraient facilement. Aussi, on a vu que la fille demande de l'argent à sa mère. Et on sait tous que généralement les élèves n'ont pas de famille à nourrir. Donc, pourquoi la mère n'a pas vérifié où est-ce qu'elle a amené cet argent? Et puis, je veux aussi déplorer la conséquence de la pauvreté d'amener une mère de famille à aller malhonnêtement gagner de l'argent pour nourrir sa propre famille. Merci. Beaucoup de personnes ont avancé des propos très pertinents à propos de ce téléfilm, mais personne n'a parlé du fait que des
puisse croire en la magie, je dirais, d'un stylo. Franchement, c'est très choquant qu'un jour on puisse croire qu'un simple stylo puisse nous aider à réussir un examen. Merci. Facebook. Car au début, quand on a créé Facebook, c'est pour rallier les amitiés, diminuer les frontières, hein, faire des rencontres, mais pas pour faire des rencontres qui se terminent par quelque chose d'autre. C'est pas pour ça que Facebook a été créé. Donc si on dit contrôle parental, je dirais pas contrôle parental, mais éducation parentale avant ça. Car c'est l'éducation parentale qui doit nous permettre de savoir les choses à faire et les choses à ne pas faire. Si un père vient un de ces jours voir son fils, lui dire « Mon fils, le sexe c'est ça et ça », si c'est un genre d'enfant, il va sortir, il va dire « Non, mon père m'a parlé d'un sujet tabou aujourd'hui ». Alors que ce n'est pas ça. Hein, la sexualité doit être débattue en famille pour faire connaître les conséquences à l'enfant avant d'être sorti par les enfants en dehors de la maison. C'est pour cela que l'Internet, hein, ça dépend des gens qui l'utilisent. Et j'insiste sur ça. Mes amis et camarades élèves doivent savoir ce qu'ils veulent. Car si un professeur te vient et te dit « Va me faire des recherches sur Google » et toi tu vas sur l'ordinateur, tu te connectes sur Facebook ou bien un autre site qui n'est pas là où ce qu'on t'a demandé, ça c'est la responsabilité des élèves. Et ça aussi, les parents doivent se méfier de ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Adama Sek. Je suis en classe de terminale L2 au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. Bon, il est clair qu'on ne peut plus contrôler son enfant parce que partout où l'on va, il y a des cyber et donc on peut se connecter quand on veut. Mais je me demande aussi si les parents ne sont pas en grande partie responsables, car ils n'ont plus de temps à consacrer à leurs enfants du fait de leurs activités. Et ceci constitue un échec sur l'éducation et la formation des jeunes. Donc aussi, il faut bien veiller à ça et en penser surtout parce que les parents aussi occupent une bonne partie pour ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Thior Faye, je suis élève au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye en classe de première. Après ce téléfilm, je voudrais souligner que c'est vraiment, je peux dire, hypocrite de quitter la salle de classe en plein cours pour aller répondre au téléphone devant les toilettes. C'est du n'importe quoi. Comment un élève peut sortir en plein cours, rater des explications du professeur pour aller répondre au téléphone? D'après mon camarade, il a dit que le professeur n'a pas donné un bon exemple. C'est vrai, mais c'est moins grave pour lui. Parce que quand il répond au téléphone, ça ne le coûte rien lui. Mais nous, en quittant la salle de classe, je ne sais même pas comment dire. On rate des explications du professeur et vraiment, je ne trouve pas... c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, mais c'est dommage de quitter la salle de classe pour répondre au téléphone. Bonjour à tous, je m'appelle Fatou Lo, je suis élève en classe de 3e au lycée des pédagogues. Bon, ce qui concerne le téléphone portable, je crois que aussi bien que les profs et les élèves sont fautifs, parce qu'on ne peut pas être en classe. On doit donner le bon exemple à ces élèves. On répond au téléphone comme on veut. Les élèves aussi, on ne peut pas être en classe, écouter de la musique et suivre les cours. Normalement comme tous les autres et décrocher de bonnes notes. Donc les élèves comme les profs sont fautifs. Mais qu'en est-il de la responsabilité des parents? Pour faire de son engagement citoyen une réalité vécue par tous, le groupe Sonatel a hissé la responsabilité sociale d'entreprise au rang de pilier stratégique. Une politique qui s'articule autour de 4 axes. Le groupe a offert et raccordé 8 panneaux solaires à la communauté rurale de Thiel,
pour rendre fonctionnel son centre communautaire multimédia, permettant ainsi le désenclavement et la reprise de l'économie locale. Sonatel a installé plus de 200 stations solaires pour alimenter en énergie verte les antennes relais de son réseau mobile en zone rurale. Par ailleurs, pour redynamiser le secteur des technologies de l'information et de la communication, Sonatel et ses partenaires ont permis la création d'un incubateur d'entreprises TIC. Sonatel a mis sur pied un comité éthique ainsi qu'une charte de déontologie complétée de chartes spécifiques pour les métiers sensibles. La responsabilité sociale d'entreprise est au cœur de chaque activité du groupe Sonatel qui ambitionne d'asseoir sa position d'entreprise leader et surtout citoyenne. Avec vous, pour vous, Sonatel. Nous avons vu que les élèves avaient leur avis sur ce qui se passe autour d'eux. Ce ne sont pas des spectateurs passifs, mais c'est bien des spectateurs très actifs qui réfléchissent également sur ce qui se passe autour d'eux. Donc, mes histoires d'école, c'est aussi des solutions à travers les différentes interventions des gens qui sont, des invités qui sont succédés sur ce plateau-là. Vous savez, le soubassement de l'école, nous enseignons. D'habitude, on dit nous enseignons ce que nous sommes. Quand quelqu'un véritablement est très bien éduqué, je crois que ce sont ces valeurs-là qu'il transmet à ses élèves. Or, l'éducation commence déjà par la base. Nous sommes dans une société qui est un peu différente de ce qu'on appelle les sociétés européennes. Nous avons des valeurs fondamentales, le respect de l'autre, le respect des anciens, le respect de l'autre, je dis tout à l'heure, le respect de soi-même. Je crois qu'un individu doit savoir qui il est, de quelle famille il appartient, de quel milieu il est originaire. Et quand vous êtes élève, vous représentez votre famille. Vous vous représentez d'abord votre famille, ça veut dire vos parents, les parents éloignés et les parents proches. Vous représentez une communauté, votre quartier, votre maison. Il y a des éléments, des fautes que vous commettez, ça va rejaillir non seulement sur vous, mais vous avez vu tout à l'heure, la mère a dit, j'aurai des problèmes à regarder en face mes voisins, parce que vous êtes la honte de la famille. Quand on commet des bêtises, on les commet non seulement pour soi-même, mais pour ses amis, pour ses parents, pour l'école et pour tout. Le contraire, quand vous faites de bons résultats, mais c'est le proviseur d'abord qui dit il est très fier. On ne va pas vous décorer, mais on décore le proviseur et le censeur. Ça signifie quoi? Donc vous représentez toute une communauté. Et je crois que la solution première, c'est quoi? Que nous parents nous sommes interpellés, c'est d'abord l'éducation dans la famille. Il faut accepter d'être éduqué. Parce qu'il y a deux choses. L'enseignement, c'est ce qu'on apprend. Mais l'éducation, ce sont les valeurs qui nous permettent de bien nous comporter dans la société. Et je crois que c'est ça la base. Hein. Bon, évidemment, à l'école, nous aussi, professeurs, nous sommes interpellés parce que j'ai dit tout à l'heure que quand on enseigne, que ce qu'on est. Donc, a priori, si on pense qu'on doit forger des âmes, comme le dit Mariama Ba, on part du principe qu'on ne doit pas se rabaisser à un certain niveau. Les élèves, vous avez dit tout à l'heure, c'est comme nos enfants, nos petites sœurs, c'est aussi nos nièces. Si on porte ce regard-là sur ces élèves, je pense qu'au-delà, on ne doit même pas penser à se rabaisser à ce niveau. Une chose qui m'inquiète, c'est-à-dire, il ne faut pas que les élèves pensent, que les filles surtout pensent qu'elles sont responsables de ce qui arrive. Quand un prof couche avec son élève qui a 15 ans, ce n'est pas la fille qui est responsable, c'est le prof qui est responsable. Quelle que soit la démarche faite par la fille. Mais moi, quand j'étais élève, je n'osais pas donner un verre de thé à mon prof. Pourquoi? Parce que mon prof avait un comportement tel que je n'osais pas le faire. C'est-à-dire que la distance que les profs avaient avec les élèves, cette distance-là est en train de disparaître par la faute des enseignants. Je ne conçois pas qu'un enseignant soit en check-down en classe. Je ne le conçois pas. Il paraît que ça arrive, je ne le conçois pas. Quand un enseignant entre dans un processus de séduction avec ses élèves qui sont, au fond, excusez-moi le terme, naïfs, entre guillemets, jusqu'à les attirer dans leur lit, ne croyez pas que vous êtes fautif. En fait, on profite de votre naïveté pour vous entraîner dans une démarche qui vous conduit à avoir des relations, disons, sexuelles avec vos profs. Et ensuite, vous reportez ça sur vous en disant, c'est à nous d'être, ce n'est pas à vous d'être, vous avez à être des élèves. Et les profs ont à être des profs. Et quand les profs détruisent cette relation et vous amènent dans ce lot, parce que pourquoi un prof accepte de recevoir des filles dans sa maison? Pourquoi? Tout simplement, il peut vous dire, allez-vous-en.
Et donc je pense que ça c'est des choses qui existent. Et je pense qu'il y a un problème d'administration des lycées. Au fond, les lycées sont surcapacités aujourd'hui. Il y a des problèmes d'administration. Il y a des problèmes de discipline. Il y a tout un tas de problèmes. Mais une des solutions que je vois dans cette chose spécifiquement, je pense que les élèves doivent s'organiser eux-mêmes, garçons et filles. Vous dites, on s'organise. Nous, on ne veut pas qu'on abuse sexuellement de nous. Quelle est la plus grosse peur que quelqu'un a lorsque ces choses arrivent? C'est que ça se sache. Et je pense que l'administration de l'école doit créer un cadre de confiance tel que les élèves, quand ils se sentent harcelés, qu'ils puissent en reporter à quelqu'un et ne pas être sanctionnés pour avoir rapporté des faits à un proviseur ou à un comité, enfin que ça soit dans la discrétion, et que finalement les gens puissent retourner vers les personnes qui le font pour que ça revienne dans des situations normales. Moi, je travaille dans une société où quand vous estimez que vous êtes harcelé, vous avez le droit d'aller vous prendre dans des structures qui existent. C'est un truc de confiance. Je pense que vous-même, vous pouvez imaginer vos propres solutions, vous pouvez discuter avec vous, parce qu'au fond, c'est vous qui savez ce qui se passe. Organisez-vous, discutez avec vous et puis discutez avec vos profs. Je pense que maintenant les gens sont très ouverts pour... Vous avez des cadres de discussion, CLAP même est l'initiateur de ça, et d'essayer de trouver des solutions à l'interne, comme nous, dans notre école, on essaie, comme on essaie de protéger l'environnement, comme on essaie d'avoir des salles propres, etc., d'avoir également de bonnes relations avec nos profs. Et je suis sûr, moi, que la majorité des profs soutiendra une telle initiative. Parce que la majorité des profs a une pratique vertueuse dans ce domaine-là. Pour des raisons, ne serait-ce que de peur. J'accuse parce que d'abord, nos parents, nous sommes concernés au premier chef. Nous n'avons pas été responsables jusqu'au bout. Parce que, en fait, le parent, quand il inscrit son enfant à l'école, a le devoir de l'accompagner dans son cursus. Cela signifie le suivre à la maison, le suivre sur le chemin de l'école, le suivre à l'école. Et aujourd'hui, on nous a administré la preuve qu'il y a un laxisme général. Laxisme au niveau de la famille. Parce que manquer de temps jusqu'à laisser son enfant se sacrifier, c'est un crime. Mais également, j'accuse le chef d'établissement, les surveillants, parce que chaque enfant doit être identifié. On doit connaître qui est son parent, qui est sa maman, pour éviter qu'il prenne n'importe qui là-bas pour dire voilà mon tuteur, voilà mon parent. Et je sais que dans cet établissement, on a manqué de vigilance. Il ne suffit pas de prendre n'importe qui pour parent de l'élève. Il y a également la part des enfants. Pour la fille, elle se sent responsable d'une faute grave. Parce que son frère lui dit, écoutez, si vous ne faites pas cela, je dis à maman, comment tu te comportes. Donc, elle n'est pas exempte, elle n'est pas un modèle du genre. Et c'est une inquiétude chez nous les parents pour dire que cette complicité entre enfants qui naît et se développe au sein de la famille, c'est grave. J'ai taquiné un parent d'élève à Kédougou en lui disant que mais le portable est jusqu'à Pongolembi et le portable est entré par effraction dans nos murs. Mon enfant communique avec n'importe qui dehors à mon insu. Cela également entre dans les préoccupations de la famille. C'est la raison pour laquelle nous, Fédération des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, nous avons mis en œuvre un programme appelé l'école des parents pour éveiller les parents, les outiller, les capacités afin qu'ils puissent suivre leurs enfants à la maison, à l'école et également questionner le système éducatif. Dans ce lycée, qu'est-ce qu'on fait? Que font les professeurs? Que fait le proviseur? Et ceci nous permet d'accompagner le système éducatif. Nous sommes partenaires à part entière du système éducatif. Et ce partenariat doit être dynamique.
Donc nous savons ce qui se passe à l'école, ce qui se passe au niveau des conseils de classe. Ce n'est pas un rôle d'inspecteur que nous jouons, mais c'est un rôle de parent responsable qui a souci de l'avenir de son enfant. Parce que quand nous prenons ce que nous avons de plus cher, nos enfants, qu'on les confie aux professeurs, que vous regardez cet enfant innocent qui vous dit « apprenez-moi à être ». Il s'agit d'être responsable et de faire en sorte qu'à l'issue de son cursus, à la fin de ses études, il puisse être inséré correctement dans la vie. Insertion socio-économique. L'insertion, ce n'est pas seulement monétaire, mais également c'est une insertion sociale, c'est une insertion culturelle. Donc il baigne dans les valeurs fondamentales de la société, qui est d'abord solidarité, mais également dignité et respect de soi. Respect de soi porte dans l'esprit de chaque enfant l'idée d'un mensonge. Ces enfants-là ont menti à leurs parents, ont menti à la société. Parce que quand on triche pour falsifier son bulletin, eh bien, on ne s'en prend qu'à soi-même. Le résultat est là. Les pleurs à la proclamation des résultats, ça ne rime absolument à rien. Ce que dit le Wolof, c'est du ñak jom. Notre réseau des professeurs de français, en voulant agir avec les mères, a justement montré du doigt que la réussite d'un enfant, c'est l'effort conjugué de toute la famille, du père et de la mère, quand ils sont là, même quand ils ne sont pas ensemble. Et que si un des membres de cette famille est défaillante, comme le poème de Khadi nous l'a montré, c'est la catastrophe et les enfants sont victimes des adultes que nous sommes. Et ça, je pense que c'est un crime, vous l'avez dit avec des mots très touchants. La seconde chose qui ressort de l'intervention des élèves, c'est que l'école doit être un lieu où le code de l'honneur, l'amour des valeurs, les valeurs de notre société traditionnelle, les valeurs universelles de dignité, d'honnêteté, de refus de la tricherie, du mensonge, du vol, que ces valeurs-là doivent être encore plus que jamais à l'honneur chez les enfants, les futurs adultes que vous êtes. Le troisième élément, je pense, avec les stylos de l'espoir, c'est que compter sur un autre pour réussir dans la vie, c'est encore se mentir à soi-même. Comme l'a dit la dernière intervenante, espérer qu'un marabout ou un prêtre ou un charlatan nous fasse réussir ou multiplie les billets de banque pour nous, c'est se mentir à soi-même. Il n'y a que des valeurs comme le travail, l'émulation, le désir d'être partout le meilleur, la meilleure, et de se dépasser soi-même. Parce que je crois que c'est ça. Ces enfants-là, les deux dans le téléfilm, sont dans une sorte de laxisme. Tout va bien, maman est là, dès qu'on lui demande de l'argent, elle donne. À l'école, on s'arrange, on rencontre un copain qui ne veut pas aller à l'école, on le suit. Est-ce que la jeunesse doit se comporter comme ça? Je pense que vous avez refusé ce genre de comportement parce que vous êtes responsable et que vous avez envie demain de bâtir vous-même votre avenir et celui de votre pays et celui de notre continent. Je crois que si nous arrivons à discuter ensemble, que vous nous disiez certaines vérités, nous les parents, nous les enseignants, mais que vous écoutiez aussi celles que nous vous disons, on doit faire de grands progrès ensemble. Donc certains, comme Amélie, jettent la pierre aux parents, mais je serais confortée de voir que Fatoulo dit c'est du n'importe quoi, de faire n'importe quoi quand les parents ne sont pas là. Voilà, ils sont dehors parce qu'ils sont forcés d'être dehors. Nous, nos mamans n'étaient pas dehors parce qu'elles n'avaient pas besoin peut-être d'avoir un travail à l'extérieur et il y avait des revenus suffisants pour nourrir une famille nombreuse. Mais maintenant, vous, vos mamans sont dehors parce qu'elles essaient de joindre les deux bouts, d'apporter leur participation pour aider leur mari à nourrir les enfants. Donc l'éducation, vous parlez, c'est comme si vous ne la connaissiez pas, mais je suis sûre que vous êtes déjà éduqués.
Parce que si vous avez de bons résultats à l'école et qu'on vous choisit pour venir dans des émissions comme ça, vous êtes en première, en seconde, en terminale, je ne sais pas ce que vous faites à l'extérieur de l'école, mais si vous étiez mal éduqué, je crois que vos professeurs ne vous supporteraient pas aussi longtemps. Vous avez parlé aussi de communication, c'est essentiel. Hein? Vous dites la porte est fermée, les parents ne communiquent pas, mais pour que la porte soit ouverte, il faut qu'elle soit entrouverte par vous. Hein? Une porte fermée à clé est plus difficile à ouvrir qu'une porte entrouverte. Hein? Il faut avouer que vous communiquez entre vous plus facilement qu'avec vos parents. Surtout pour la sexualité, je comprends, mais ça aussi c'est une question d'éducation. Mais si vous avez un problème avec un homme ou avec une jeune fille, vous allez dire à votre camarade de classe, voilà, il me demande de sortir avec lui, voilà, il me demande de faire tel acte, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Et vous n'allez jamais vers votre maman ou votre tante ou même une sœur aînée, si vous avez honte de vous adresser aux parents, pour dire, voilà ce qu'il me propose, voilà qui il est, qu'est-ce que je fais? Alors ouvrez plus la porte aux parents et même aux aînés, parce que c'est plus facile de parler à un frère aîné ou à une sœur aînée qu'à une maman ou à un papa de sexualité. Je pense que c'est toujours tabou un peu. C'est dommage, mais dans cette situation-là, on va pas à pas. Vous ne pouvez pas tout d'un coup agir comme des enfants de, je sais pas, peut-être qu'aux États-Unis, les enfants parlent ouvertement de sexualité à leurs parents, mais vous n'avez pas eu la même éducation, vous n'avez pas eu le même cheminement. Un jour, ça viendra. Vos enfants vous parleront peut-être librement de tout ce qu'ils voient sur Facebook ou Internet. Et voilà. Maintenant, le contrôle parental, c'est bien, ça existe, on peut l'exercer. Mais il y a le self-control avant le contrôle parental. Ça, c'est la responsabilité de chacun. C'est la conscience de chacun. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Quelqu'un a dit qu'il y a deux chemins. Ces deux chemins, vous les connaissez, vous êtes assez grand pour les connaître. C'est le bien et le mal. On ne peut pas continuer à penser comme grand-père pensait, comme grand-mère pensait. Il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable. Je crois qu'aujourd'hui, il nous revient à nous de briser ces chaînes. Indépendamment de cela, je fais un constat. Lorsque vous parcourez la presse au quotidien, qu'est-ce que vous voyez dans la presse? Des actes qui sont posés, surtout par des parents et très proches. C'est le père, c'est l'oncle, c'est le frère. Voilà ce que nous voyons. Donc je crois qu'il ne sert à rien de se voiler la face. Il faut que nous sachions regarder les choses en face et les affronter. C'est en fait cela. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Ces jeunes ne sont pas du tout, d'ailleurs, si vous les écoutez, ils vous ont tous dit que, effectivement, Internet regorge de ressources pédagogiques, comme nous le faisons avec nos enseignants du reste. Nous leur demandons d'intégrer dans leurs fiches pédagogiques les ressources que l'on peut retrouver sur le net. C'est comme ça que nous concevons aujourd'hui les nouvelles fiches pédagogiques. Cependant, il y a un autre volet. C'est l'autre côté que nous venons de soulever. N'est-ce pas? Ces enfants ne refusent pas le fait que le parent soit absent. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la conjoncture économique d'aujourd'hui fait que le père a besoin de travailler, la mère a besoin de travailler pour subvenir aux besoins des enfants, pour subvenir d'abord à leurs propres besoins, etc. Les enfants le reconnaissent. Cependant, ils disent, eh bien, asseyez-vous et dialoguons, échangeons, parlons. Voilà ce que disent les jeunes. D'abord, vous me permettez de faire une toute petite digression en félicitant ces élèves pour leurs remarques très pertinentes. Et je vois des positions assez tranchées, mais il y a quand même une constante qui revient, c'est l'exemplarité. Et l'exemplarité du professeur qui doit montrer le bon chemin avant tout. Pour répondre à votre question sur la responsabilité des parents, effectivement, je pense que le problème majeur dans ce téléfilm-là, c'est le coût du téléphone. C'est le fait que ce soit un téléphone haut de gamme qui a été confié à un élève qui ne sait pas,
qui s'en sert comme un téléphone, disons, ordinaire, et qui est l'objet de tentation et qui finit par disparaître. Et donc ça pose un autre problème dans le téléfilm. Je pense que la responsabilité des parents, non seulement c'est de sensibiliser au bon usage de ces téléphones-là, effectivement ça les sécurise de savoir que leur enfant est joignable hors des cours, je dis bien hors des cours, pas à tout moment. Il faut qu'ils acceptent de transférer leur responsabilité aux pédagogues, aux professeurs pendant les cours, mais une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'ils sont à la récréation, etc., ils peuvent être joignables. Mais il faut également qu'ils ne donnent pas à leurs enfants, parce que ces enfants-là ne peuvent pas s'acheter ce type de téléphone-là, qu'ils ne prêtent pas ou ne donnent pas à leurs enfants ce type de téléphone, parce que c'est dangereux aussi. Ça peut faire l'objet de tentations, ils peuvent être victimes de rackets et ils ne connaissent pas la valeur de ces choses-là. Donc c'est très important. Moi, en tant que parent, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas le faire et il faut surtout beaucoup discuter sur le bon usage du téléphone avec ses enfants. Oui. C'est la responsabilité également de l'opérateur, parce que nous ne sommes pas uniquement là pour vendre du trafic et des téléphones. Nous sommes là également pour s'assurer que les utilisateurs utilisent de façon consciente et bien cernée l'outil qu'on leur met entre les mains. Et c'est pour ça, vous l'avez dit, nous avons mis en place, nous avons créé un petit jeu de cartes, un quiz, sur des situations dans lesquelles les enfants peut-être ont du mal à apprécier, mais après cela sauront mieux comment gérer cet outil qui est nouveau, qui est indispensable, mais qui peut leur apporter beaucoup de choses comme beaucoup de dommages. Je suis d'accord un peu avec madame, mais en fait, quelle que soit la valeur du portable, quel que soit le niveau de gamme, c'est que c'est le problème, le téléphone lui-même, qui pose problème dans l'enceinte de la classe. Il ne doit pas figurer dans la classe. Donc c'est devenu un phénomène social. Mais l'école étant une micro-société, pour le vivre ensemble, il est nécessaire qu'on établisse un certain nombre de règles. Parce que sinon, vous voyez que tout ce qui s'est passé dans le petit film, mais ça a perturbé les situations d'enseignement-apprentissage. On est en train de régler des conflits. Et c'est autant de temps qui est perdu pour justement les cours. Et c'est des choses qu'on ne peut pas rattraper, surtout dans des pays comme le nôtre où le quantum horaire a du mal à se stabiliser. Donc il faut que les parents aussi nous aident à vraiment sensibiliser leurs enfants pour que l'enseignant n'ait pas à gérer vraiment des cas de cette nature-là, ou en tout cas les minimiser. Et pour ce qui est justement du rôle de chacun dans le film, effectivement, j'ai entendu des élèves dire que l'enseignant, c'est le problème de la faute, c'est à l'enseignant. Effectivement, l'enseignant, il doit, à défaut d'être modèle, et bien constituer quand même un exemple. Le prof d'anglais, vous avez vu, il a répondu 4 fois ou 5 fois et dans la classe. Donc il ne donne pas. C'est vraiment, c'est pas l'enseignant type, c'est pas l'enseignant modèle. C'est des pratiques qui sont à bannir. C'est le prof de français qui a d'abord eu une bonne attitude en confisquant le portable, parce que ça veut dire qu'il a déjà installé cette norme-là avec les élèves, parce qu'il leur dit, je vous avais dit qu'on ne doit pas utiliser le portable en classe. Donc c'était déjà réglé, ils le savaient les élèves. Donc en récupérant le portable, il était dans son rôle. Mais là où il a fauté, entre guillemets, c'est là où il a emporté le portable. Parce que ce n'est pas son rôle aussi. Il doit laisser ça au surveillant général ou au chef d'établissement qui joue un peu, si vous voulez. Lui, il doit s'occuper de tâches purement pédagogiques dans la classe. Mais les problèmes de discipline, etc., c'est le surveillant général. Et si ça dépasse le surveillant général, c'est le chef d'établissement. Je crois pour le bac, il y a des... J'y viens, mais surtout pour le film. Vous avez vu celle par qui le scandale est arrivé, l'élève. À la fin, d'agresseuse, entre guillemets, elle se retrouve victime. Puisqu'on ne parle plus maintenant de sa faute à elle, on parle de la faute du prof. Il est question de rembourser le portable. On a oublié que c'est par elle que le scandale est arrivé, qu'elle est à l'origine de tout le problème. Donc vous voyez que ça pose problème aussi à ce niveau-là. Alors les enseignants, l'institution ne laisse pas les enseignants à eux-mêmes dans cette histoire-là, aussi bien dans la formation initiale, vous qui êtes à la FASTEF, et nous qui sommes dans les centres dans la formation continue, eh bien, il y a des modules qui sont conçus pour les enseignants, justement pour les préparer à des situations de cette nature, dans la gestion de la classe, dans la gestion de la discipline, dans la gestion des conflits, etc. etc. Donc les enseignants l'institution les a formés à gérer des problèmes de cette nature-là. Monsieur Sarr, nous allons finir cette émission avec vous et on me demande souvent, les élèves
voient ce que vous faites à l'écran, ils voient que vous donnez la possibilité à des talents d'éclore, notamment les jeunes qui sont les acteurs dans vos téléfilms. Et ils me posent la question suivante: comment faire pour être acteur, pour participer à la production de vos émissions, et comment faire également pour assister à l'enregistrement de vos émissions? Oui, en fait, ça fait partie donc toujours de l'aspect pédagogique. Donc, nous étudions le théâtre à l'école avec les élèves. Donc, mais généralement, beaucoup d'entre eux n'appliquent pas. Et à travers ça, on leur donne l'opportunité de jouer un rôle. Donc, et pour cela, on leur demande tout simplement de nous envoyer un mail pour les jeunes revues @yahoo.fr. Donc, et là, ils nous envoient un mail, une demande, et il y a un casting qui est fait. Donc après, on les convoque, on essaie de faire une sélection, surtout avec le RESACLAP et le REPROF-FA qui sont très actifs dans cette émission-là. Et après, on essaie de voir avec les professeurs également du REPROF-FA et du RESACLAP, les encadreurs du RESACLAP, et même d'autres professeurs qui ne sont pas des professeurs de français, qui participent, qui veulent participer. Et avec ça, on essaie de faire des films. Donc, on veut bien laver le linge sale en famille. Ouais. Voilà. Merci, M. Sarr. Effectivement, je crois que vous donnez véritablement forme à ce que l'on appelle les CLAP, les clubs de littérature, d'art et de philosophie. Et pour dire que ça ne se limite pas seulement à l'expression littéraire ou philosophique, et que l'expression artistique, au-delà du théâtre, vers le cinéma, vers les arts graphiques, parce que vous organisez également des concours d'écriture, des concours de peinture, donc vous donnez à l'art sa véritable dimension dans la classe de français. Et comme j'ai l'habitude de dire, un bon prof de français est d'abord un artiste. S'il n'est pas un artiste, il ne sera pas un très bon prof de français. Encore moins un bon professeur de langue. Merci M. Sarr d'avoir accepté cette invitation, et merci également à vous, cher public, qui avez accepté de perdre votre temps, de partager une heure avec nous, et nous vous disons tout simplement merci, et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain à la même heure et sur la même fréquence. Sonatel s'engage pour une société meilleure dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise et vous a offert l'émission Histoire d'école.